tous les rouleurs, et bien voilà, on se retrouve chez nous à la maison pour parler vélo parce que le vélo ne s'arrête pas. On vous a promis, comme prévu, de parler de nos moments préférés. On va en parler et l'équipe ne change pas. Elle est confinée, elle est à la maison, mais elle ne change pas. Elle est de bonne humeur. Comment ça va, mon Polo? Bah, écoute, ça va très bien, confiné mais de bonne humeur comme tu l'as dit, surtout qu'on a de belles choses à se raconter aujourd'hui puisqu'on a un programme chargé. Exactement. Et le programme chargé, on va bien évidemment le suivre avec Robin qui est toujours en Argentine. Tu n'as pas pris de vol de rapatriement encore? Non, j'ai pas pris encore le dernier est demain et j'ai décidé de ne pas le prendre. Donc voilà, on prend tous les risques. Et puis je me lève super tôt pour faire cette émission avec vous parce qu'on est en après-midi, plein après-midi en France, mais pour moi, c'est pas mes horaires de lever habituels. Ouais, parce que super tôt. Sachez qu'il est environ 10h30 là même 11h pour Oui, mais notre. on a démarré il y a 1h30. Non, je ne vais pas t'en vouloir parce que je pense qu'il y a quelques rouleurs qui seront comme nous, comme toi, c'est-à-dire qui ont des horaires de lever bien plus tardifs qu'habituellement. C'est dur d'ouvrir les yeux avant 11h en ce moment. Oh oui, si c'était 11 heures encore, ça irait, hein. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais on va pas t'en vouloir. Effectivement, mon Polo, on a un programme chargé parce qu'on va avoir une émission en deux temps. Après, on va te retrouver parce que tu vas nous quitter pendant quelques minutes, Polo, parce que on va avoir avec Robin Julien Jourdi, directeur sportif d'AG2R, la mondiale en interview. Il va être chez lui à Saint-Étienne. On va le retrouver. Et puis juste après, tu vas évidemment revenir. Et qu'est-ce qu'on va évoquer, Polo? Tu vas nous le dire parce que c'est un top assez intéressant. Eh ben écoute, la période de confinement oblige, on va parler de nos meilleurs souvenirs de cyclisme, tout simplement. On va se faire un petit truc à la cool et on va se replonger dans nos mémoires pour savoir quels sont les événements qui nous ont le plus marqué dans nos vies de jeunes fans de cyclisme. Moi, j'en ai beaucoup. Je dois avouer que j'en ai eu beaucoup, que j'ai eu beaucoup de mal T'es à pas si choisir. jeune, Polo. Hein. T'es Hein. pas si jeune. Ça va, Robin. C'est méchant, ça. C'est bas, c'est bas. J'ai même pas 28 ans encore. Voilà, rien que le chiffre m'angoisse déjà. Donc ouais, non, on va repenser à tout ça. Et ouais, comme je vous l'ai dit, j'ai eu beaucoup de mal à choisir. Je pense qu'on va quand même en citer pas mal. Je pense que pour vous, ça a été la même chose, du coup, de devoir choisir. Exactement, on en a choisi 5 en tout. Vous en avez choisi deux chacun, j'en ai choisi un. Et on va les découvrir tout à l'heure. Mais avant ça, comme promis, Polo, tu vas nous quitter et tu vas être remplacé par Julien Jourdi. C'est parti pour l'interview du directeur sportif d'AG2R. C'est parti. Donc voilà, on se retrouve avec Julien Jourdi en direct. On est très très content de vous avoir avec nous. Je vais le refaire parce que moi, je le dis, je préfère vous voyez. Donc là, j'ai dit tu. Moi, perso, ça ne me dérange pas. Je sais pas, Pas de souci. on se disait qu'on préférait vous voyez parce que comme ça, on D'accord. était plus clair avec tout le monde. Euh, donc on se retrouve avec Julien Jourdi dans une configuration confinement avec Julien Jourdi qui est donc en direct d'où? En direct de Saint-Étienne, c'est ça, Julien? Oui, bonjour à tous. Effectivement, de la Talaudière, exactement, un petit village à quelques enclavures de Saint-Étienne. Saint-Étienne, c'est vraiment là où vous êtes né et là où vous habitez maintenant. Vous retrouvez un peu votre région en ce moment de confinement, quoi. Oui, exactement, un pur Stéphanois. J'y suis né il y a quelques années, 47 pour être précis, malheureusement. Les années passent à une vitesse folle. Oui, j'ai un pur Stéphanois et je pense qu'on habite dans une belle région. Voilà, et tout ce qu'il faut pour être bien. Le confinement le contredit un petit peu, mais voilà, c'est vraiment une belle région. Et du coup, on est à 3 semaines du coup de confinement désormais. Est-ce que chez AG2R, vous avez décidé d'avoir un particulier suivi avec les coureurs? Est-ce que déjà vous les appelez, vous, en tant que directeur sportif, souvent? Oui, effectivement, on a mis en place pas mal de choses pour nos athlètes. Dès que le confinement est tombé il y a 3 semaines, voilà, c'était à l'issue de Paris-Nice. Une bonne partie des coureurs avaient malgré tout bien couru entre février et début mars. Donc, on a profité avec le staff des entraîneurs et des directeurs sportifs de faire une petite parenthèse sur les 15 premiers jours en se disant que ce serait une sorte de micro-coupure
pas une vraie coupure sans aucune activité physique. Donc voilà, on va dire plutôt 15 jours assez light avec un petit peu de renforcement musculaire, un petit peu d'home trainer. Et à la fin de ces 15 premiers jours, là, on a activé un petit peu plus le côté home trainer. Et les coureurs reçoivent quotidiennement des programmes d'home trainer, de renforcement musculaire. Donc, il y a un gros suivi qui est mis en place par les directeurs sportifs, par les entraîneurs. Et c'est également important d'avoir cette communication un peu permanente avec les athlètes. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Je pense que nos coureurs sont bien au courant de tout ce qui se passe dans l'équipe et savent exactement ce qu'il faut faire le jour qui arrive. Est-ce que vous, en particulier, vous êtes en, en lien avec certains coureurs plus que d'autres? On sait que notamment, vous êtes un directeur sportif qui est très proche de Romain Bardet. Vous avez fait plusieurs Tours de France avec lui, quasiment tous, je crois. Est-ce que, par exemple, vous êtes en lien particulier avec Romain Bardet? Oui, moi j'ai la chance d'avoir la confiance de mon patron Vincent Lavenu. Donc moi je suis le référent des directeurs sportifs. Donc chaque coureur a un directeur sportif et un entraîneur référent. Donc et moi c'est exactement ça. Je m'occupe que de Romain, mais par contre je fais le lien avec tous les entraîneurs et tous les directeurs sportifs. Donc voilà, donc j'ai plutôt une vision globale de l'ensemble de l'effectif. Donc moi, je n'appelle pas tous les jours les coureurs, j'échange régulièrement avec eux, mais je choisis un peu au hasard quelques coureurs. Par contre, les autres directeurs sportifs ont des coureurs référents et ils doivent appeler régulièrement leurs athlètes, ainsi que les entraîneurs qui ont des coureurs référents. Donc c'est important que chacun puisse bien jouer son rôle. Moi, voilà, j'ai cette chance-là de pouvoir superviser un peu tout ça, mais je suis effectivement le directeur sportif référent de Romain. Et concrètement, Julien, ça veut dire que chaque coureur est appelé à quelle fréquence par son directeur sportif ou par un entraîneur? Est-ce qu'il est appelé tous les jours pour mettre en place le suivi au quotidien ou est-ce que ça se fait de manière hebdomadaire? Plutôt, on va l'appeler une fois dans la semaine pour préparer tous les entraînements de la semaine. Oui, ben on va dire que les entraîneurs, eux, ont une relation un peu plus au quotidien avec leurs athlètes. Le directeur sportif, on va dire, appelle entre 1 à 2 fois leurs coureurs par semaine. Voilà, c'est plus le lien social là qui rentre en jeu, de prendre un petit peu des nouvelles, comment ça va, tout ça. Voilà, c'est important dans ce domaine aussi de conserver une vraie vie, quoi, de ne pas parler que de vélo. Voilà, donc le directeur sportif est plus dans ce rôle-là, et puis également d'essayer de se projeter dans l'avenir, ça aussi c'est important, même si on n'a aucune date officielle, mais c'est important malgré tout d'essayer de parler un petit peu de ce qui va se passer dans le futur. Donc on va dire que les athlètes ont, dans la semaine, entre 1 fois par jour et des moments 2 fois par jour, soit un directeur sportif, soit un entraîneur. Mais c'est vrai que pour la gestion du quotidien, l'entraîneur reste quand même la personne qui a le coureur le plus souvent. Et justement, vous me dites qu'il n'y a pas encore de date de retour, que c'est un peu le flou. Est-ce que ça a joué vous me dites qu'il y a eu une période de 15 jours où ça a été un peu plus léger au niveau des entraînements pour les coureurs, mais est-ce que ça a été jusqu'à se demander si on lâchait complètement le vélo comme pour une coupure hivernale? Est-ce que vous êtes allé jusqu'à vous demander avec les entraîneurs si ça valait le coup de faire en sorte que certains coureurs qui avaient des objectifs peut-être un peu plus lointains que d'autres, avec tout ce flou, ça valait le coup de les laisser 1, 2, voire un peu plus de temps, 1 ou 2 semaines, voire un peu plus, sans vélo du tout? Ou est-ce que ça n'a jamais été, dans vos débats en interne? Non, ça n'a jamais été dans nos réflexions. Voilà, on s'est dit 15 jours un petit peu off, ça va suffire. Au début du confinement, on n'avait aucune vision aussi, hein, à savoir si ça allait durer 15 jours, 3 semaines, un mois. Au fil du temps, on s'aperçoit que ça va plutôt être inscrit dans la durée. Donc voilà, mais c'est vrai qu'au départ, on s'est dit 15 jours un peu tranquille, ça va être bien. Et après, pour l'instant, on est vraiment dans une phase assez importante au niveau de l'entraînement. Et justement, la réflexion à l'heure actuelle, elle se dit, si ça continue à être comme ça, on refera sûrement une petite pause d'ici 3 semaines, un mois, 5 semaines, selon les circonstances qu'on va rencontrer. Voilà, mais tout ça va dépendre des informations que l'on espère avoir bientôt de la part de l'UCI, de la Fédération française, d'ASO et du gouvernement, bien sûr, parce qu'il faut respecter à la lettre les directives gouvernementales. Et psychologiquement, les coureurs, comment ils gèrent cette situation? On sait que le vélo, par principe, c'est de sortir quasiment chaque jour de chez soi pour aller rouler 4, 5, 6 heures. Là, on a des coureurs qui sont du coup habitués aux grands espaces, qui sont confinés chez eux, avec aucune date de retour, des reports qui s'accumulent. Là, le dernier en date, c'est l'UCI qui annonce qu'il n'y aura pas de course du tout au mois de mai, alors qu'au départ, on était jusqu'à fin avril. Comment ils gèrent ça psychologiquement? Chacun, j'imagine, le gère très différemment.
Mais vous, comment vous suivez à ce niveau-là? Comment vous faites en sorte comment on fait en sorte que chacun de ces coureurs, avec sa mentalité différente, réussisse à bien gérer ce passage compliqué? Voilà, ben exactement, ça c'est une bonne question et le noyau dur, il est là, hein, de trouver les vraies réponses à toutes ces questions. Et des moments, malheureusement, on n'a pas de réponse à donner aux coureurs. Et c'est vrai que l'aspect-là du directeur sportif est vraiment important psychologiquement. On travaille aussi avec notre psychologue, hein, son téléphone est ouvert et chaque coureur a la possibilité de joindre le psychologue pour échanger un petit peu justement par rapport à ses difficultés au quotidien, de ne pas avoir d'objectif bien précis. Voilà, donc c'est clair, c'est une vraie problématique aujourd'hui. Heureusement, plusieurs plateformes virtuelles sont là pour donner un petit peu de piment aux entraînements. Et c'est clair que moi, personnellement, je roule aussi avec Swift, pour ne pas les nommer, et l'ensemble de nos coureurs roulent avec. Et c'est clair que ça rend un petit peu plus ludique cet exercice qui était très, très barbare avant avec l'homme traîneur. Voilà, donc ça permet malgré tout de faire des séances que je trouve assez performantes. Et j'ai envie de dire que nos athlètes, à l'heure actuelle, n'ont pas perdu le coup de pédale, parce que l'entraînement est quand même assez important au quotidien. Voilà, la vraie question, comme vous le dites, hein, c'est la durée. S'il faut encore faire 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines d'entraîneur, c'est clair que ça va commencer à peser mentalement, parce que ce n'est pas évident pour des athlètes qui ont l'habitude d'être à l'extérieur, de partir, d'être dans la nature, d'être en confinement sur une terrasse. Mais une fois de plus, on n'a pas le choix et on doit respecter ces directives gouvernementales. C'est trop important pour ne pas le faire. Voilà. Comme vous le savez également, il y a une directive aussi qui est partie au ministère des Sports pour avoir une dérogation par rapport à nos athlètes, à nos cyclistes professionnels. Le syndicat des coureurs, l'UNCP, via Pascal Chanteur, a fait cette demande. Voilà, est-ce qu'elle est légitime? Moi, je trouve voilà, qu'on est juste. C'est difficile d'en parler parce que c'est clair que quand on regarde les informations, on se dit qu'on doit être aussi exemplaire par rapport à la population. Et voilà, après, comme l'explique Pascal Chanteur également, ça concerne une population d'environ 150, 170 coureurs sur le territoire français, à rouler individuellement chacun de son côté. On sait qu'il n'y a pas de grand risque, donc voilà, peut-être qu'on va trouver un arrangement, pas dans les médias. Moi, je pense qu'il faut prendre son temps, qu'il faut encore attendre un petit peu les directives du gouvernement, savoir comment la pandémie évolue. Et j'espère, pourquoi pas, d'ici 15 jours, 3 semaines, que nos coureurs puissent retrouver la liberté de s'exprimer par rapport à leur travail et d'aller rouler dans la nature. Ça serait une bonne chose, mais la priorité reste de respecter les consignes. Et du coup, j'ai une question, Julien. Est-ce que virtuellement, vous arrivez un peu à suivre vos coureurs sur Swift notamment? Parce que vous avez été pro quand même, Oui, rappelons-le, hein, vous avez participé au Tour de France. Voilà, vous avez une carrière mérite de professionnel. Est-ce que vous arrivez à les suivre? les suivre, après, en fait, c'est tout simplement, on a des entraînements collectifs 2 fois par semaine. On a des entraînements collectifs 2 fois par semaine avec nos coureurs et on part en groupe. Mais Swift est bien fait, on peut bloquer les machines. Donc, en fait, on n'est jamais lâché. On reste Ok. chacun fait son vélo. On a une séance d'1 heure et demie et une séance de 2 heures collective chaque semaine. La séance d'1 heure et demie est plus axée sur l'intensité, la séance de 2 heures un petit peu plus endurance. Et voilà, on part tous ensemble, ça roule très vite. Et à bout d'un moment, moi personnellement, bien sûr, je ne peux plus suivre mes coureurs, mais je reste virtuellement à côté d'eux, parce que voilà, le logiciel est bien fait. Quand je suis un peu lâché, au bout d'un moment, il me remet dans les roues de mes coureurs. Donc voilà, donc on part groupé et on arrive groupé. Bien sûr, C'est plutôt ça. mes coureurs vont plus vite que moi. Et heureusement pour eux. Ouais, c'est ça. Est-ce que, bon, effectivement, c'est difficile de se projeter. Pour rappeler aux rouleurs un peu ce qu'il en est, c'est que un des scénarios possibles, c'est que le Tour de France se passe du 25 juillet au 16 août, que la Vuelta se raccourcit de 2 semaines dans la foulée du 22 août au 6 septembre et que le Giro se déroule du 3 octobre au 25 octobre. Ça, alors rappelons-le, comme vous l'avez parfaitement dit, Julien, c'est des scénarios qui sont très hypothétiques. Mais est-ce que vous imaginez possible pour le moment un Tour de France qui se déroulerait du coup sur les dates du 25 juillet au 16 août et combien de semaines faudrait-il pour que les coureurs puissent s'entraîner normalement en vue du Tour de France? Oui, effectivement, ces dates-là, on les a tous vues via les réseaux sociaux, tout ça. Après, pour moi, il y a aucun problème. La priorité, c'est que le tour se fasse dans des bonnes conditions et on sait que le retour sur investissement pour les partenaires sont tellement importants que peu importe la date,
Si le gouvernement dit OK, il n'y a pas de risque de faire partir une course comme le Tour de France, et je pense qu'ASO maîtrise tout à fait ça avec le gouvernement, ça veut dire que tous les feux sont ouverts. Et voilà, peu importe après la date du Tour de France, l'essentiel c'est d'être au départ, de faire une belle course. Je pense que le public, les téléspectateurs, tout le monde sera ravi de retrouver le Tour de France. Si c'est fin juillet, tant mieux. Si c'est un peu avant, tant mieux. Si c'est un peu après, tant pis, et on fera avec. Après, c'est clair, c'est l'enchaînement des autres courses qui risque d'être compliqué. Moi, je serais plutôt. Toutes les équipes ont la capacité à faire 2 fronts. Donc, moi, je ne verrais pas pourquoi on enlèverait une semaine à la Volta. Moi, je serais plutôt pour faire une Volta complète de 3 semaines. Et pourquoi pas être sur un double événement, que la première semaine de la Volta correspond avec la dernière semaine du Tour de France. C'est clair que médiatiquement, ça peut être compliqué, mais nous, équipe, on a la capacité à être sur 2 fronts. Donc voilà, moi, je serais plutôt pour laisser les tours se dérouler normalement. Après, voilà, c'est une question aussi, je pense, de télé, de droit, mais voilà, c'est peut-être un peu compliqué dans ce domaine-là. Voilà, et puis après, pour moi, le tour le plus compliqué à mettre en place et à recaser, c'est le Giro, parce que ça reste un tour très difficile et des dates du mois d'octobre, voilà, où les conditions climatiques commencent à être un petit peu pas top top. On sait que c'est compliqué dans les Dolomites, tout ça. On a des cols de haute altitude. Voilà, donc le Giro, pour moi, me paraît compliqué à recaser. Et je pense que la priorité pour Lucie et pour nos équipes, c'est de recaser notamment les monuments tels que Liège-Bastogne-Liège, Flèche-Wallonne, Paris-Roubaix, le Tour des Flandres, l'Amstel Gold Race. Toutes ces courses-là d'un jour, je pense, sont plus simples à recaser dans un calendrier international. Et là, pourquoi pas faire au mois d'octobre, dans la première quinzaine d'octobre, même jusqu'à la 3e semaine d'octobre, des courses d'un jour où malgré tout, les conditions climatiques sont moins importantes, parce que ça dure 6 heures. Voilà, moi, je pense que la priorité, c'est surtout de recaser le Tour de France, qui est l'événement numéro 1 de notre sport, et ensuite les monuments. Et puis après, voilà, une fois de plus, les équipes ont la capacité de doubler, voire de tripler leurs effectifs. Donc, je pense qu'il y aura, une fois que la saison débutera, je pense qu'on aura la capacité d'enchaîner plusieurs courses. Et la préparation, pardon, la préparation au niveau des athlètes, la question par rapport à la préparation, j'entends des chiffres de 8 semaines. Moi, je trouve que ces 8 semaines sont beaucoup trop importantes parce qu'une fois de plus, comme je le dis, à l'heure actuelle, les cyclistes et la grande majorité du peloton international du World Tour sont tous très bien entraînés. Comme vous le savez, en plus, il y a des athlètes qui ont l'autorisation de rouler à l'extérieur, que ce soit en Suisse, en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Angleterre, aux États-Unis, ce qui représente quand même malgré tout un pourcentage non négligeable de professionnels. Et tous ceux qui sont chez eux sur l'home trainer, je peux vous dire, quand vous suivez les réseaux sociaux et quand vous êtes au courant un petit peu, je peux vous dire qu'ils n'en filent pas des perles. Et c'est pour ça que la condition physique, pour moi, elle est bonne. C'est clair qu'on ne peut pas dire, tiens, dans 15 jours, il y a le tour, on a fait que l'home trainer, on part au tour. Ça, c'est impossible. Mais je pense que si on arrive à avoir des autorisations d'ici quelques semaines pour rouler à l'extérieur, ça va se remettre progressivement et il n'y aura pas de souci. Surtout si le Tour de France a lieu à des dates assez éloignées comme fin juillet, je ne me fais aucun souci en termes de préparation. Voilà. Après, c'est clair qu'il faudra faire 1 ou 2 courses. Je sais que le Dauphiné devrait sûrement être décalé, que la route Occitanie également devrait être dans les starting blocks pour servir de préparation pour le Tour de France. Voilà. Mais en termes de préparation, les athlètes sont très professionnels et se préparent de façon consciencieuse. Et là-dessus, je ne me fais pas de souci, qu'ils seront tous prêts. Et le Tour de France, pour savoir la difficulté d'un Tour de France, ce n'est pas les 3 semaines de course, c'est la vitesse à laquelle vous le faites. Si le Tour de France cette année roule un peu moins vite, il n'y aura aucun souci, le spectacle sera peut-être encore plus joli. Voilà, la vraie difficulté pour un coureur, c'est de rouler vite pendant 3 semaines, ce n'est pas de faire 3 semaines de course. Et justement, si on se projette un petit peu, Julien, sur Tour de France, même si c'est compliqué, il était prévu en cette année 2020 que Romain Bardet est sur le Giro, que Pierre Latour soit sûrement davantage leader sur le Tour de France. J'imagine que la situation actuelle remet tout en question avec ce Giro dont vous avez parlé qui va être très difficile à recaser. Qui serait le leader d'AG2R La Mondiale si le tour se fait finalement? Bien sûr, on va redistribuer les cartes. On sait que notre leader emblématique, c'est Romain Bardet, avec ses podiums, son maillot à poids, ses victoires d'étape sur le Tour de France. Voilà, son palmarès parle pour lui. Et on connaît la motivation, l'envie, l'engagement de Romain pour préparer un objectif comme celui-ci. Donc forcément, Romain serait notre leader. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier Pierre Latour. Et je pense qu'on aura la capacité sûrement à avoir un double
deux têtes, je veux dire, Romain et Pierre. Je pense que ça peut être intéressant. Je gardais également sous pression Pierre Latour, même si pour l'instant son début de saison était très mitigé. Il a eu quelques petits soucis de santé. Mais je pense voilà, qu'au départ du Tour de France, on ne va pas mettre une pression exclusive sur Romain Bardet, parce que je pense qu'il pourrait également profiter à Pierre Latour. Donc on partirait, c'est des projections, on partirait sûrement avec deux leaders. Ouais, du coup, avec un calendrier qui serait potentiellement remis en question pour Romain Bardet. Comment va-t-il tout simplement, Romain Bardet? On a l'impression, j'ai lu un interview dans Le Monde qu'il a fait aujourd'hui, que je conseille d'ailleurs, dans lequel il dit prendre la situation globalement avec philosophie. En gros, il a notamment été papa il y a quelques semaines. Est-ce que pour lui, c'est une situation qu'il vit bien, vous qui êtes en contact régulièrement avec lui? Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Nouveau papa depuis le 25 février, pour être précis. Voilà, donc c'est clair que Romain le vit plutôt bien et c'est même un peu étonnant parce que c'est quelqu'un qui est plutôt qui a la gigotte, qui est toujours à gauche, à droite pour essayer d'optimiser les moindres petits détails, un stage en altitude par-ci, une reconnaissance par-là. Et c'est clair, d'un coup, il se retrouve bloqué à la maison à Clermont-Ferrand. Mais c'est clair, par rapport voilà, aux échanges qu'on a, Romain le prend plutôt bien. Et comme je le disais il y a quelques minutes, on connaît l'engagement de Romain au niveau de l'entraînement. Je peux vous dire que les séances, il les enfile à vitesse grand V tous les jours, même plusieurs fois par jour. Donc voilà, donc pour l'instant, honnêtement, Romain a la banane, avec en plus son petit garçon. Voilà, madame également qui est là, les petits plats sont préparés par madame. Voilà, donc tout se passe bien dans le meilleur des mondes, le soleil est là. Après, voilà, il faut faire aussi profil bas, j'ai envie de dire, parce que voilà, quand on regarde les Hmm. informations, on est tous des privilégiés, et ça, c'est quelque chose d'important. Déjà, on fait tous le plus beau métier du monde quand tout se passe normalement. Et là, je pense qu'il faut prendre encore un peu plus de recul quand on voit les aides-soignantes, le monde hospitalier, tout ça. Les informations, honnêtement, le soir sont dramatiques. On voit ces images-là. Donc, c'est clair qu'on éteint le JT de 20 heures, on se trouve qu'on est quand même des personnes privilégiées, que ce soit le staff ou les coureurs. Et là-dessus, Romain est tout à fait conscient. On connaît l'intelligence de Romain. Ça a été Et un comme des je le premiers, disais, ça a été d'ailleurs un des premiers à prendre la parole là-dessus en se demandant qu'est-ce qu'on fait encore sur un vélo en ce moment, quoi. oui, oui, c'est même pendant Paris-Nice, hein, je me rappelle. Alors Julien a un peu sauté là en ce moment. On va peut-être le reprendre un peu plus tard. Il va pouvoir peut-être revenir. En tout cas, il y a des infos intéressantes dans ce qu'il dit. Et alors on va attendre qu'il revienne, Julien, parce qu'on a parlé de Romain Bardet, mais il y a aussi Oliver Nassen, Robin, parce que Oliver Nassen, franchement, du coup, je t'interroge toi, parce que du coup, j'ai envie d'avoir ton analyse en attendant peut-être qu'il puisse revenir, Julien. Mais Oliver Nassen, c'est encore peut-être plus compliqué pour lui parce que Oliver Nassen, lui, les classiques, il n'y a vraiment aucune vision quoi, autour de ça. Ouais, c'est super compliqué pour les coureurs de classique qui ont vu tout le mois d'avril sauter, le mois de mars aussi, puisqu'il y avait Milan-San Remo au mois de mars qui a été annulé. Donc, c'est sûr que pour eux, c'est très, très délicat. Surtout que Julien Jourdi nous dit que ça sera sûrement plus facile de recaser les classiques que le Giro. Dans les faits, c'est incontestable, mais pour l'instant, on a l'impression que tout, tout est un peu plus flou sur les classiques. On sait que Mauro Vegni, pour le Giro, il ne laissera pas faire le fait que ça s'organise pas, donc il va tout faire pour le recaser. En revanche, sur les classiques, bon, si RCS doit faire une croix sur l'Estrade Bianche, ce sera plus facile que de faire une croix sur le Tour d'Italie complètement. Voilà, pareil pour ASO qui va davantage se concentrer sur organiser le Tour de France dans des bonnes conditions que sur le fait de recaser la Flèche Wallonne ou Liège-Bastogne-Liège. Ce sera peut-être un peu plus important de recaser Paris-Roubaix. Mais c'est sûr que pour un coureur comme Oliver Nassen, qui est en fin de contrat, qui a eu une campagne de classique compliquée l'année dernière et qui avait envie sûrement de faire de très belles classiques cette année, c'est un gros coup de massue. On l'a vu en plus, il a fait des sorties énormes sur Strava où il est allé faire Ouais. 360 km. Donc ouais, il a dû évacuer un peu de sa frustration, mais pas sûr que ça suffise. D'ailleurs, regarde, on va regarder une des sorties d'Oliver Nassen sur Strava. Donc du coup, effectivement, comme on voit, Robin, il y a des coureurs quand même qui sont dans la possibilité de rouler. Et on va pouvoir en reparler avec Julien qui va pas tarder à revenir, je pense. Mais c'est vrai que les coureurs, ils ne sont pas forcément tous logés à la même enseigne à ce titre-là. Oui, C'est-à-dire que ce n'est pas le confinement total partout, quoi. c'est ça, c'est ce que soulignait tout à l'heure Julien avec notamment les coureurs qui peuvent rouler en Suisse aussi, aux Pays-Bas.
en Grande-Bretagne et ça fait forcément une grosse différence. Après, tu parlais de Joseph de l'interview de Romain Bardet dans Le Monde aujourd'hui. Il dit aussi qu'il n'y a pas d'urgence à revenir sur la route, que voilà, il faut prendre le temps. C'est sûr que si aujourd'hui tu vises le Tour de France en tant que coureur, tu n'as pas d'urgence début avril à ressortir, faire des sorties de 6 heures en montagne. Voilà, c'est sûr que si c'est encore la situation, si elle évolue pas au mois de juin, oui, certains coureurs qui envisagent de participer au Tour devront s'inquiéter. Mais aujourd'hui, c'est pas encore dramatique, vu que de toute façon, il y aura aucune course en avril et aucune course en mai. Il n'y a pas de situation urgente à revenir sur la route pour tous ces coureurs-là. Ah ben d'ailleurs, en parlant de personnes qui reviennent, on voit Julien qui réapparaît Voilà. à l'écran. Ouais. J'ai changé de décor même. Ah, effectivement, en tout cas, il n'y a pas de problème. On va pouvoir continuer comme ça. Donc, Julien, vous nous parliez notamment de Romain Bardet qui était plutôt calme et qui parlait dès Paris-Nice de la possibilité d'être en confinement, qui n'y avait pas de problème. C'est vrai qu'au final, on sent quand même un Romain Bardet qui ne panique pas, quoi, et globalement, peut-être que nous, suiveurs du vélo, on se dit il y a panique à bord, mais vous, en vous voyant, bah, vous êtes plutôt tranquille, quoi. Oui, on essaye de prendre cette crise avec beaucoup de recul. Comme je le disais, il se passe tellement des choses plus graves à côté, à l'extérieur. Une fois de plus, comme je le disais, avec des informations qui sont quand même pas réjouissantes quand on ouvre un poste de télé ou une radio. Voilà, donc on essaie de prendre un maximum de recul parce qu'on est des privilégiés une fois de plus. Ça, c'est important à bien le faire comprendre. Donc oui, que ce soit les athlètes ou le staff, on prend ce recul-là en se disant qu'il y aura des jours meilleurs et qu'il faut faire le dos rond et voilà, et regarder ce qui se passe autour de nous pour se dire qu'on a la belle vie. Et on a parlé de Romain Bardet, Julien. Je voulais parler avec vous d'un autre coureur très important de l'équipe AG2R de ces dernières années, c'est Oliver Nassen, qui lui avait un programme axé sur les classiques du mois de mars, du mois d'avril, de Milan-San Remo jusqu'à Paris-Roubaix. Pour lui, c'est toute sa campagne printanière qui a sauté avec les annulations de courses en cascade. J'imagine que c'est encore plus difficile à vivre pour lui que pour des coureurs qui ont finalement des objectifs au milieu de l'été, qui eux ont encore la possibilité de courir ces objectifs. On a vu Oliver Nassen faire une sortie de 360 km sur Strava à un rythme assez en plus soutenu. Voilà. Dans quel état d'esprit il est, Oliver Nassen, sachant que vous nous en parlez tout à l'heure, ce sera peut-être plus facile dans la suite de la saison de recaser les classiques que les grands tours, mais pour l'instant, c'est le flou complet. Et si pour le Giro, on a des dates hypothétiques, voilà. Pour les autres courses, pour les monuments, pour l'instant, on n'en a pas. On n'a pas en tout cas l'impression que les courses d'un jour passent dans l'état d'esprit de l'UCI avant notamment le Giro. Oui, effectivement, par rapport à Oliver Naesen, comme l'ensemble des Flandriens, on sait que ce mois de mars, ce mois d'avril est très très important. C'est là où ils concentrent une grande partie de leur saison, tous les efforts, les sacrifices qui sont faits en amont pour être à 100% pendant ces semaines-là. Voilà, ça passe à là. C'est clair qu'Oliver est un pur Flandrien avec des ambitions très élevées. Moi, personnellement, je l'accompagne depuis qu'il est dans l'équipe et je fais ces courses-là depuis de nombreuses années. Et ce sont pour moi les plus belles courses de l'année, notamment le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, tous ces classiques-là. C'est vraiment des événements particuliers à suivre. Et c'est vrai qu'on partait, comme depuis quelques années, avec des ambitions élevées pour l'équipage de la mondiale. Et c'est clair que de voir ces courses disparaître du calendrier 2020, ça fait mal au cœur. Voilà, et c'est vrai qu'Oliver avait beaucoup de tristesse quand à la fin du Paris-Nice, on s'est bien regardé dans les yeux, on s'est dit bon, il y a des chances qu'on ne se revoie pas tout de suite. Et c'est clair que j'ai échangé pas mal de fois avec Oliver. Voilà, c'est un vrai lion en cage et c'est clair que de l'énergie, il en a. La preuve dimanche virtuellement, et il a fini deuxième du Tour des Flandres derrière son copain d'entraînement Greg Van Avermaet. Voilà. Mais bon, ouais, c'est vraiment très compliqué parce que c'est une période de course très très importante pour les sponsors, pour les coureurs, pour les équipes. Et c'est clair que de rester à la télévision et de revoir les rediffusions qu'heureusement passent certaines chaînes de télé, ça c'est bien, mais ça met les boules aussi. Ouais, c'est clair. Et il y a un aspect que vous avez commencé à évoquer, c'est les futurs et notamment des sponsors. Alors, l'avantage, vous, c'est qu'on le rappelle, c'est que AG2R, la mondiale, a prolongé son sponsoring jusqu'en 2023, l'année dernière. Donc, il n'y a pas d'inquiétude de ce point de vue-là
j'imagine. Est-ce que plus globalement, vous êtes inquiet, vous de votre côté, du futur du vélo et notamment de tous ces sponsoring, comme notamment BNB Hotel a annoncé, Jérôme Pinault, qu'il y avait peut-être des difficultés de son côté. Est-ce que vous, de votre côté, vous êtes inquiet pour le vélo? Oui, forcément, il faudrait être idiot pour pas l'être. Hein. Ça, c'est une certitude. Nous sommes à l'heure actuelle dans une saison pleine et aucune course se déroule. Tout le monde est à la maison, donc il n'y a aucune activité, aucun retour sur investissement pour les partenaires. Et ça, c'est une problématique importante. Vous l'annonciez que Jeux mondial a signé jusqu'en 2023. Mais voilà, je pense que Vincent Lavenu, le patron, et là, je ne parle pas, moi, à la place de Vincent. C'est clair que d'ici quelques semaines, je pense que la mondiale va falloir discuter avec Vincent si cette pandémie continue, et notamment, comme on le disait dans notre heure, si le Tour de France n'a pas lieu, là, ça sera un vrai cauchemar pour les sponsors. Et voilà, et c'est clair que n'importe quelle équipe, que ce soit Groupama FDJ, HDR La Mondiale, BB Hotel, CCC qu'on a vu en grande difficulté ces derniers jours, voilà, je pense que toutes les équipes seront en difficulté si le Tour de France n'a pas lieu en 2020. Et c'est pour ça que je disais, peu importe la date, il faut que le Tour de France ait lieu, parce qu'on sait que c'est notre événement numéro 1, que les retombées sont importantes pour nos partenaires, la visibilité est là. Et voilà, Vincent a annoncé un chiffre de 60% de la visibilité sur une saison passe par le Tour de France, et ça, c'est la stricte vérité. Donc voilà, tout le monde est concerné, toutes les activités sportives, professionnelles sont concernées par cette pandémie. Économiquement, on voit bien que tout le monde est dans le dur. Donc les équipes cyclistes, pareil. Même vous, potentiellement, alors que vous avez un contrat sponsoring qui est à long terme, quoi. Et surtout avec KG2R, qui est un des sponsors les plus anciens et les plus fidèles au vélo. Oui, mais c'est clair qu'on n'a aucune certitude pour l'avenir. On sait qu'Agir La Mondiale est une grosse société, qu'on a entièrement confiance en eux. Mais voilà, quand on voit que des événements tels que le Tour des Flandres, on parlait du Tour des Flandres, n'ont pas été annulés même pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est pour vous dire où on en est. C'est pas quelque chose de courant. C'est vraiment, comme je disais à mon petit garçon qui a 9 ans, dans quelques années, quand tu passeras ton bac, tu auras peut-être une question en histoire sur le coronavirus. Comme actuellement dans ton bouquin d'histoire, on parle de la Seconde Guerre mondiale. D'ici quelques années, on parlera de cet événement planétaire. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel et personne ne sait les retombées qu'il va y avoir économiques, sportifs. Et c'est clair qu'il faudrait être à moitié abruti pour se dire qu'il n'y a aucun souci pour le futur. Et justement, Julien, une autre chose qui va dans ce sens-là, le flou autour de toute cette situation, c'est les fins de contrat des coureurs. Il y a pas mal de cadres d'AG2R qui sont en fin de contrat cette année. On pense notamment à Romain Bardet, Oliver Nassen ou Pierre Latour. On imagine que pour eux, ce ne sera pas très, très compliqué. Vous pourrez vous entendre facilement, même si ce n'est pas vous qui gérez forcément cet aspect-là. Si Romain Bardet veut rester chez AG2R La Mondiale, ça devrait pouvoir se faire sans trop de soucis. Par contre, pour les équipiers de Romain Bardet ou d'autres coureurs, notamment à Michael Chérel, à Axel Daumont, à Clément Chevrier, qui sont eux aussi en fin de contrat, et ça marche pour les équipiers de n'importe quelle équipe. Ça va être une saison très compliquée puisqu'ils ne peuvent pas forcément se montrer, ils ne peuvent pas montrer forcément à quel point ils sont indispensables, nécessaires pour leur leader. Est-ce que pour eux, ça remet des choses en question plus que pour justement les leaders, les grands noms? Est-ce que pour ces coureurs-là, ça va être plus délicat de prolonger leur contrat, que ce soit à G2R ou ailleurs? Oui, j'ai même envie de dire n'importe quel coureur, hein, leader ou pas leader, hein, on sait qu'au sein de l'équipe AG2R mondiale, plus de la moitié de l'effectif, 19 pour être précis, sont en fin de contrat. Donc forcément, j'ai la chance de participer avec Vincent dans ce travail-là du recrutement et de la reconduction des contrats. Et on a déjà commencé à travailler avec Vincent, mais c'est clair que pour l'instant, on n'a aucune vision, donc on ne va pas précipiter les choses. Mais c'est clair, c'est aussi, c'est une partie, un vrai chapitre dans une équipe, et c'est clair, ce chapitre, on a du mal à l'ouvrir parce qu'on n'a aucune vision, et c'est vrai que les coureurs, pour l'instant, n'ont pas pu s'exprimer à 100% depuis le début de la saison. Donc forcément, il y aura des choix à faire, et comme je le disais il y a quelques instants, par rapport à l'économie de l'équipe. Est-ce que l'année prochaine, la Jeux mondiale aura 29, 30 coureurs? Est-ce que ce ne sera pas 27, 26, 25 coureurs? Voilà, selon les budgets. Donc, c'est clair qu'il y aura une réflexion à avoir sur la re-signature de coureurs, sur le recrutement. On voit des équipes qui sont en grande difficulté, notamment CCC et peut-être d'autres.
Il y aura également, voilà, c'est malheureux à dire, mais le malheur des uns peut faire le bonheur des autres. Voilà, il y aura peut-être des opportunités aussi à saisir sur le marché par rapport à de gros coureurs. Voilà, le système des équipes françaises, pour l'instant, comme le disait Marc Madiot, le président de la Ligue, est plutôt intéressant. Voilà, et on voit que le système français, malgré tout, par moment, quand on recrute des coureurs avec les charges, avec tout ce qui se passe autour, c'est compliqué pour avoir des bons coureurs qui préfèrent être dans des équipes où il y a moins de charges, il y a voilà, travailleurs indépendants. Et on voit que la solidité des équipes françaises, là, vont aller plutôt dans le bon sens et que certains, peut-être coureurs étrangers, vont dire effectivement, les équipes françaises, c'est bien structuré, tous les mois, le salaire, il tombe. Voilà, donc c'est aussi des choses positives qu'il faudra peut-être retenir de cette histoire. Mais voilà, mais c'est clair que par rapport au recrutement, il va y avoir beaucoup de questions. On commence à y travailler, comme je le disais avec Vincent. Mais pour l'instant, voilà, on ne se précipite pas parce que voilà, la priorité, c'est de sortir de cette pandémie, de retrouver nos routes, de retrouver nos courses. Et à partir de là, on fera un point avec les coureurs pour voir comment est la situation et comment on doit gérer cela. Une dernière chose sur ces histoires de contrats, même si on n'est que début avril et que dans une saison normale, on n'en serait pas encore à s'inquiéter de ces histoires de fin de contrat. Est-ce que certains de vos coureurs se sont déjà inquiétés auprès de vous, auprès de Vincent, de cette problématique-là, de cette prolongation ou non de contrat? Bien sûr, bien sûr. Après, comme dans le football, hein, vous savez, chaque coureur maintenant a un agent. Donc, malheureux ou pas, on discute plus souvent avec les agents qu'avec les coureurs. Bah, quand je suis en course, je parle sportif avec mes coureurs. Forcément, de temps en temps, on parle un petit peu de l'avenir et de contrat avec eux. Mais voilà, 90% des messages pour le futur sont passés via l'agent. Et c'est clair que les agents voilà, se posent des questions. Eux aussi, ils sont dans l'incertitude. Et c'est clair que pour l'instant, tout est mis en stand-by. On sait qu'officiellement, c'est à partir du 1er août que le marché est ouvert. Mais les négociations se font toujours en amont. Et cette période du mois d'avril était toujours propice à avoir les premières discussions. Bah oui, tiens, effectivement, ce cours est intéressant, on pourrait se renseigner. Et voilà, pour l'instant, c'est le calme plat, parce que voilà, personne n'a aucune perspective sur le futur, sur la reprise. Donc voilà, pour l'instant, tout est calme et j'espère que cette activité va aussi vite reprendre. Ce sera plutôt de bon signe. Et Julien, on a évoqué toute cette période de confinement, de pandémie, beaucoup de mots anxiogènes quand même, mais en se retournant vers le passé et en se retournant vers votre carrière chez AG2R. Et pour terminer cette interview, j'ai envie de vous demander ce que je vais demander à Paul et Robin juste après que vous nous ayez quittés, c'est votre moment préféré en tant que directeur sportif d'AG2R, parce qu'on le rappelle, depuis 2006, vous êtes directeur sportif. Alors s'il fallait choisir un moment, même si je sais que c'est très compliqué. Oui, effectivement, choisir un moment est toujours compliqué parce qu'on a eu la chance au sein de l'équipage du Salle mondial d'en avoir plusieurs. Mais voilà, pour en garder un, je prendrais le classement par équipe du Tour de France 2014. Voilà, je dis souvent à mes coureurs, sport individuel qui se pratique en équipe, pour moi, le vélo, c'est un sport co. Un leader ne peut pas être compétent, il ne peut pas être en haut du podium s'il n'a pas derrière lui un staff et surtout des équipiers à 100%. Donc, un vrai sport collectif. Et c'est vrai que cette victoire collective avec le classement par équipe du Tour de France 2014 reste pour moi un moment important. Il est d'ailleurs tatoué ici. Déjà, vous ne le voyez pas, mais c'est le podium du Tour de France 2014 qui est tatoué sur mon épaule. Voilà. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est pour moi vraiment fantastique. Et ça a vraiment été un moment particulier d'avoir cette reconnaissance sur le plus gros événement pour nous cyclistes. Comme je disais, j'ai la chance de connaître des coachs dans le football. C'est du niveau d'une Ligue des Champions, d'une Coupe du Monde et d'être la meilleure équipe. Et d'être la meilleure équipe sur un événement comme celui-ci, il y avait beaucoup de fierté. Et c'est clair, ça reste pour moi l'événement qui m'a le plus marqué depuis 2006. Et bien, sur ce magnifique souvenir et ce magnifique tatouage qu'on a découvert, on vous dit merci beaucoup, Julien, et bon courage pour la suite de cette période-là, en espérant vous retrouver très rapidement dans une voiture et sur une course. Merci à vous. Ciao. Merci, à bientôt. À bientôt. On se retrouve à 3, ça y est, cette fois, Polo est rentré à la place de Julien Jordi. On le retrouve, notre Polo. C'était intéressant, cette interview, Robin, on a appris pas mal de choses à propos du confinement d'AG2R et du rôle notamment d'un directeur sportif, parce qu'on oublie des fois le rôle que peut avoir un directeur sportif dans une équipe. Tout à fait, ouais. On a eu un rappel déjà il y a quelques semaines avec malheureusement le décès de Mental qui avait permis
de retourner un peu dans l'histoire récente de l'équipe Sky et de se rendre compte à quel point Nicolas Portal avait été crucial dans les victoires de Chris Froome notamment. Et c'est un peu pareil à G2 Tour mondial avec Julien Jourdi qui a un rôle prépondérant auprès notamment de Romain Bardet depuis plusieurs années. On va, comme prévu, évoquer nos moments préférés, ce qui nous a fait kiffer devant la télé, même sur les courses auxquelles qu'on a pu assister en direct sur la route depuis qu'on est tout petit. C'est nos moments préférés de cyclisme. Pour rappel, Paul t'en a choisi 2, Robin t'en a choisi 2, et moi j'en donnerai un en dernier. On commence avec toi, Robin. Si on te dit ton moment préféré, voilà, tu es autour d'une table, personne ne connaît le vélo et te demande, mais si toi, tu me parles de vélo et si tu dois vendre le vélo, comment tu lui vends et avec quel événement en particulier? Je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit le meilleur moyen de vendre le vélo, mais moi, le moment qui m'a le plus marqué dans ma carrière de suiveur de vélo, c'est la montée du Tourmalet en 2010 dans le Tour de France avec le duel entre Alberto Contador et Andy Schleck. Parce que j'avais à l'époque 14 ans, j'étais dans ce qui se fait au maximum de ma passion pour le vélo, j'ai envie de dire de mon adolescence, parce que c'est le moment où on n'a absolument rien à faire de l'été à part suivre le Tour de France. Donc, il n'y a aucune pression, simplement regarder toutes les étapes pendant la journée. Et ce jour-là, en fait, j'étais dans la montée du Tourmalet à 3,5 km de l'arrivée à peu près. C'était pas la première fois que j'allais voir le Tour, mais la première fois que j'y allais en étant autant intéressé, en étant autant impliqué, en ayant vu toutes les étapes précédentes, en sachant exactement ce que je voulais qu'il se passe. Et moi, ce que je voulais, c'était une victoire de Roman Kreuziger à cette époque-là, qui se battait pour une 6-7e place au classement général. Donc, autant dire que je n'ai pas été servi ce jour-là. Mais donc voilà, on a eu cet affrontement entre Alberto Contador et Andy Schleck qui restera pour moi comme le paroxysme de leur rivalité qui a duré de 2009 à 2011, avec une attaque d'Andy Schleck à 10 km de l'arrivée, maillot blanc, suivi par un seul coureur, c'est Alberto Contador qui lui est maillot jaune. Et là, pendant 10 km, on a un mano à mano entre les deux, avec absolument personne d'autre qui est capable ne serait-ce que de revenir sur eux. Voilà, ils sont en tête de la course. Ils vont se disputer la victoire. Ils sont en train de se disputer même plus que la victoire, puisque c'est le Tour de France qui se joue, où finalement, pendant 10 km, Andy Schleck ne réussit pas à lâcher Contador, qui est virevoltant. Les deux se retrouvent en danseuse à des moments pendant plusieurs minutes. C'est vraiment, moi, l'image que je garde de ces années-là et qui a fait mon amour en partie pour le vélo. Voilà, on a des conditions météo dantesques, il y a du brouillard, de la pluie, on ne voit pas à 10 mètres. Et voilà, on a ces deux champions qui sont peut-être tous les deux au meilleur de leur forme, à leur meilleur niveau sur toute leur carrière. Finalement, je ne pense pas qu'on ait vu un Andy Schleck meilleur que ça. Alberto Contador, peut-être qu'un an avant, il est plus fort, mais ça se discute. Et donc voilà, pour moi, ça représente vraiment bien les 15-20 dernières années de vélo qu'on a eues. Je pense que si je dois garder un moment, c'est celui-ci. Avec le final qu'on n'espérait peut-être pas, puisqu'Alberto Contador laisse la victoire à Andy Schleck au sommet du Tourmalet. J'adore ce premier moment parce qu'il représente, Paul, le cyclisme aérien d'attaque qu'on a envie de voir en fait quand on est téléspectateur. Ouais, clairement. Et à l'époque, en fait, Andy Schleck était beaucoup plus offensif qu'un Alberto Contador qui était plus pragmatique à l'époque, notamment quand il jouait les victoires sur les grands tours, qu'il le deviendra un peu moins après sur la fin de sa carrière, notamment sur les années 2015, 2016, 2017. Moi, ce que j'adore, parce que pour moi aussi, c'est l'un de mes plus grands moments de cyclisme, et je l'ai laissé à Robin, mais j'aurais très bien pu le prendre aussi. Robin l'a très bien dit, c'est déjà les conditions dantesques. Ça, pour moi, c'est la première chose. Le brouillard terrible, on voit rien. Ça me rappelle un peu le Mortirolo de l'an passé aussi sur le Giro. C'est les conditions, je trouve qu'elles font énormément sur les souvenirs qu'on a et sur les déroulés de la course. Et d'ailleurs, c'est pas toi, Robin, qui va me contredire, puisqu'il me semble que c'est toi qui a pris un autre souvenir où la météo a joué un rôle. Et il y a ça, et il y a aussi le fait que sur ce tour-là, bon, en 2009, non, mais en 2010, Andy Schleck et Contador sont du même niveau. Mais vraiment, vraiment du même niveau. Et même jusqu'au dernier contre-la-montre de ce tour, où Andy Schleck fait un super contre-la-montre, tu te dis, mais vraiment, ces deux-là, ils sont faits pour ne pas se quitter sur ce Tour de France. Et en fait, cette image, j'adorais aussi les regards qu'Andy Schleck lançait à Contador pendant cette montée. Il y avait tout. Deux coureurs du même niveau, une attaque d'Andy Schleck de très très loin. Et voilà, on a ce duo sur les pentes du Tourmalet magnifique et il n'en fallait pas plus pour que ça rentre directement dans l'histoire. Et ce souvenir, ça ne m'étonne pas que ce soit le tien, Robin, et je pense que c'est celui de beaucoup, beaucoup de gens qui aiment le cyclisme aujourd'hui. Oui, ce Tour 2010, vraiment, il restera pour ceux qui avaient entre 12 et 20 ans, j'ai envie de dire.
ça restera comme un des très très grands moments parce qu'on sortait de quelques Tours de France qui n'avaient pas été forcément les plus fameux. Les Tours de France, bon, à Armstrong, c'est une autre histoire, mais même ceux qui suivent 2006, 2007, c'est des tours un peu bizarres. Et 2010, j'ai l'impression, c'est le premier Tour de France où on retrouve vraiment un duel énorme comme on avait envie de l'avoir avec tout ce qu'il y avait eu avant, le Tourmalet, le port de Balès, le saut de chaîne d'Andy Schleck, l'attaque de Contador. Et vraiment, je pense qu'on n'a pas, dans la rivalité Schleck-Contador, c'est vraiment le plus gros moment qu'on puisse trouver, puisque à Port de Balès, la tension est vraiment énorme. L'attaque de Contador, Schleck, même s'il ne le dit pas trop dans les médias, il en veut sûrement énormément à Contador, et le Tour de France se jouera vraiment un peu cette année-là. Ouais, Il le dit un peu plus aujourd'hui qu'il ne le disait il y a quelques années sur ses dernières interviews. Il n'hésite pas clairement à le dire qu'il en a énormément voulu à Contador. Et ce que tu dis, Paul, je trouve c'est opportun. C'est ça qui fait la force de ce moment-là. Il y a les attaques, mais c'est surtout la tension dont parle Robin et ses regards. C'est ça qui fait le côté exceptionnel. C'est qu'il se passe quelque chose de très humain entre ces deux hommes-là, au-delà même du sportif. Et c'est ça qui, dans plein de sports, on voit souvent les hommes qui se regardent, qui se trash-talk un peu, qui s'invectivent, qui se chauffent. Et dans le vélo, c'est finalement assez compliqué de retrouver ces moments-là, de voir l'humanité de ces coureurs-là et dans leur regard, et notamment de celui de Schleck qui envoie des éclairs carrément à Contador. C'est là où tu te dis, OK, et là, il se passe quelque chose et il peut se passer n'importe quoi dans ton salon. Tu es obnubilé sur qu'est-ce qui va se passer, quoi. Non, mais c'est ça, et tu l'as bien dit. Hinault faisait ce genre de regard, Armstrong le faisait également. Et c'est pas pour ça que c'est exactement pour ça que ce sont des très grands champions. Et Schleck fait partie de cette trempe-là. Et puis, ce qu'on n'a pas dit, enfin, si, on l'a un peu dit aussi, c'est que c'était une rivalité très forte sportivement, qui date déjà de 2009, avec un tour où les deux étaient très forts. Et peut-être que. Peut-être c'était même sûr d'ailleurs que Alberto Contador était de bien meilleur niveau sur ce Tour 2009, mais du coup ça a forcé Andy Schleck à vouloir comment dire, combler ce gap qui lui manquait pour être au niveau d'Alberto Contador. Il l'a très bien comblé sur ce Tour 2010, et c'est ça qui est cool aussi dans cette histoire du Tourmalet qui vient, je veux dire, parachever 2 ans d'une grosse rivalité et 2 ans où en fait on n'attendait plus que ce moment-là pour savoir lequel des deux était le plus fort. Et ce qui est encore plus beau dans cette histoire, c'est que à l'arrivée au Tourmalet, on ne sait pas lequel des deux est le plus fort. Et c'est ça aussi qui est magnifique. Au-delà du fait de savoir qui a gagné le Tour de France ou pas, on ne sait pas qui est le plus fort de ce Tour 2010 en fait. Et on le voit le lendemain avec la une de l'équipe qu'on a, où il titre le mano à mano, les deux sont la main l'un sur l'autre. On voit qu'il y a eu des débats après cette étape-là, parce que certains, je me rappelle, disaient Contador méprise Andy Schleck, il ne lui a même pas disputé la victoire. Finalement, c'était sans doute peut-être plus une marque de respect. Contador savait qu'il avait le tour gagné parce qu'il restait plus que le contre-la-montre. Mais ce jour-là, au sommet du Tourmalet, pour qu'on se rende bien compte, Andy Schleck est deuxième du général à 8 secondes de Contador. Et quand on va chercher le troisième, c'est Samuel Sanchez qui est à plus de 3 minutes 30. Donc il y avait vraiment eux deux et puis le reste ensuite des concurrents. Et les deux dernières informations qu'on peut ajouter sur ce Tour de France 2010, la première, la plus importante, parce que dans Roue Libre, on n'est pas là non plus pour fermer les yeux là-dessus, c'est qu'au final, Alberto Contador a été déclassé de ce Tour 2012 pour prise de clenbuterol. Donc Andy Schleck est officiellement le vainqueur de ce Tour de France-là. Et la deuxième chose, c'est que ce Tour de France 2010, en plus, au-delà de ce duel-là, ça a été un tour très intéressant d'un point de vue français, tout simplement parce qu'il y a eu énormément de victoires françaises. Il y a eu Sylvain Chavanel, il y a eu Sandy Cazard, il y a eu Christophe Riblon, il y a eu Thomas Vauclair et il y a eu Pierrick Fédrigo. Donc il y a eu énormément. Chavanel qui porte le maillot jaune d'ailleurs à 2 reprises aussi. Ouais. Exactement. Et Riblon qui gagne à X3 Domaines, alors que derrière, il avait les deux fous furieux qui n'arrêtaient pas de s'attaquer. Et je crois même qu'à X3 Domaines, ce n'est pas le moment où tous les deux font du surplace en laissant un peu partir, notamment Denis Menchoff, je ne sais plus. Il y a un moment dans ce tour. Là, mais ils l'ont fait plusieurs fois. Hein. Ouais, avant le Tourmalet, on leur a beaucoup craché dessus aussi en disant qu'ils faisaient n'importe quoi les deux et qui se regardaient beaucoup trop. Mais oui, il y a eu des scènes où on aurait dit du vélo de piste. Ouais, il me semble que c'était X3 Domaines, mais je ne vais pas dire de bêtises. Et oui, c'est ça. Ouais, j'ai les classements sous les yeux. Bonne mémoire, belle mémoire, Polo, belle mémoire. Les victoires de Christophe Riblon, on pensait que ce serait la plus belle de sa carrière à cette époque-là, mais il faudra attendre 3 ans plus tard pour voir vraiment la plus belle victoire de Christophe Riblon.
On passe Qui au aurait pu être, deuxième moment. excuse-moi Joseph, la victoire de Vas-y, Christophe Riblon en 2013, qui aurait pu être l'un de nos moments magnifiques, l'un de nos plus très grands souvenirs de clairement. vélo. Hein. Parce que Bah, très je me clairement. souviens que j'étais chez toi d'ailleurs pour cette étape-là, et je me souviens que Moi aussi, je j'avais me bien, souviens que j'étais chez moi. et je me souviens que j'avais bien vibré ce jour-là. Bon bref, excusez-moi. Le deuxième moment, ne t'excuse pas, Polo, laisse-toi aller. C'est le moment, de toute manière, où on est là pour kiffer. Le deuxième moment, et toi, ton moment, ton top one, Polo, c'est un moment évidemment d'un de tes coureurs préférés. Ouais, bah alors attendez, je mets la caméra sur moi histoire de parler. Mon moment préféré, et ça a été très très dur de choisir, et franchement, j'en avais beaucoup sur le Tour de France, mais histoire de changer un peu, je vais partir sur un événement qui est plutôt récent, mine de rien, c'est la victoire de Thibaut Pinot sur le Tour de Lombardie. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que Thibaut Pinot est, je pense, mon coureur préféré à l'heure actuelle. C'est même sûr. La deuxième, c'est qu'il remporte un monument. Et la troisième, c'est que ça vient récompenser une saison magnifique qui n'a pas été payée, notamment sur le Giro, notamment aux mondiaux aussi, mais ça, c'est un autre débat. Je pense qu'aux mondiaux, il avait peut-être les gens, je pense que c'était le Français qui avait le plus les jambes pour espérer l'emporter à Innsbruck, mais bon, ça, comme je vous l'ai dit, c'est un autre débat. Donc, ouais, ce Ah, souvenir-là, ah, ah, c'est un autre débat, mais si on le peut la tour, placer, on la place. Hein. Thibaut Pinot qui gagne sur le Tour de Lombardie, ça reste mon plus grand moment. Cette attaque, enfin tout part en fait à 50 km de l'arrivée quand Primož Roglič décide de sortir dans le Sormano. Bon, tu te dis que voilà, Roglič n'est pas encore le Roglič qu'on connaîtra les mois suivants. Mais Roglič qui vient quand même de gagner une étape sur le Tour de France et Roglič qui attaque à 50 km de l'arrivée. Et là, qui le suit? Vincenzo Nibali. Et qui suit Vincenzo Nibali? Thibaut Pinot. Et là, tu te dis bah, c'est parti. Quoi. On va assister à 50 km de folie. Au pied du Civiglio, donc à 20 km de l'arrivée, il reste quatre coureurs. Thibaut Pinot, Vincenzo Nibali, Egan Bernal et Primož Roglič. Il faut regarder un peu le topo. Pinot attaque au pied, il lâche Bernal et Roglič. Et quelques kilomètres plus tard, il arrive à lâcher Nibali après 3 ou 4 accélérations. Je veux dire, même dans les scénarios les plus fous, ça n'aurait pas pu se passer aussi bien que ça. C'était magnifique. Et le moment, moi, c'est plus que la victoire, c'est des moments que j'aime me rappeler. Le moment où Thibaut Pinot lâche Nibali de sa roue, ça reste un moment incroyable dans ma vie de fan de cyclisme. Surtout, j'ai repensé surtout à l'année d'avant où Nibali gagne le Lombardia. Et où Pinot se fait lâcher dans la descente de manière hyper frustrante. Et donc c'est aussi une revanche. De toute façon, la carrière de Thibaut Pinot n'est qu'une histoire de revanche sur des courses précédentes ou sur des événements précédents. Donc pour tout ça, en fait, je trouve que ce Tour de Lombardie 2018 est une course magnifique à tous les points. Et puis un peu de cocorico aussi. C'est un Français qui gagne un monument. C'est pas arrivé si souvent ces dernières années. Donc profitons, quoi. Ouais, justement, comme tu en parles, c'est Laurent Jalabert qui avait gagné en 97, le dernier à avoir gagné le Lombardie. Et c'est peut-être là aussi que cet événement, qui est un événement pour Thibaut Pinot, pour la Groupama, l'est aussi d'un point de vue national, Robin. Oui, il y avait eu la victoire d'Arnaud Démare en Oui. 2016 sur Milan-San Remo. Mais c'est vrai qu'avant la Sur le victoire de la Lombardie en Philippe particulier. sur San Remo en 2019, là, disons qu'aujourd'hui, on est de nouveau dans une ère où les Français peuvent gagner des monuments. Mais au moment où Pinot le fait, c'est encore quelque chose de très, très exceptionnel. La victoire d'Arnaud Démare, elle était intervenue dans des circonstances un peu particulières. Celle de Pinot, elle est différente. Le fait d'être avec Nibali, comme l'a dit Polo, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel d'avoir Nibali comme deuxième. Je pense que Pinot ne rêvait pas mieux. Et d'ailleurs, il le dit à l'arrivée. Il dit si on m'avait demandé de désigner un deuxième aujourd'hui, j'aurais dit Nibali. Finalement, Nibali, c'est un peu le modèle de Pinot. Quelques années plus âgé. Nibali a 5 ou 6 ans de plus, il me semble. Et Nibali, finalement, a peut-être la confiance et l'expérience que Pinot n'a pas encore. Nibali attaque dans le mur de Sormano. Thibaut Pinot dira aussi je voulais le faire, mais est-ce que j'aurais osé le faire? C'est pas sûr. Mais par contre, quand il voit Nibali s'engager, bah là, il n'hésite plus et il y va avec lui. Et je pense que c'est ça aussi qui joue dans cette victoire. C'est le symbole qu'il y a de battre Nibali. Nibali qui avait gagné en 2015 et 2017, quand Pinot déjà, lui, était placé. Il a fait 3e et 5e. Donc finalement, que les rôles soient inversés, c'est tout le symbole de cette victoire. Parce que je pense que si Thibaut Pinot gagne un autre Tour de Lombardie dans d'autres conditions, ça aurait peut-être été moins beau et moins marquant, alors que celui-ci a vraiment une saveur très particulière.
On peut passer au suivant. C'est Polo, du coup, Robin, pardon, qui a une mention. Voilà, vous avez tous les deux un top. Et derrière, vous avez un deuxième moment préféré. Franchement, ça s'appelle une mention, mais c'est plus qu'une mention. Ça vient très clairement derrière. Et alors, ton choix m'a relativement étonné, mais C'est tu vas vrai? beaucoup mieux en parler que moi. Ouais, j'ai choisi Milan-San Remo 2013, gagné par Gerald de Ciolek dans des conditions exceptionnelles. C'est pas tant que je sois fan de Gerald Ciolek, pas spécialement, mais c'est que cette édition m'a marqué parce que Milan-San Remo pour moi a toujours été, depuis que je suis le vélo, ça a toujours été un des jours où je me mettais devant la télé et où je ne bougeais pas. Voilà, il y a San Remo, il y a le Tour des Flandres et il y a Paris-Roubaix. Tu devais Et être San Remo, tu fallait faire un petit footing après parce que ne pas sortir du canapé tout au long de San Remo, mec. et Je vais quand même. Hein. je me préparais pour le confinement. Et du coup, ce jour-là, je me rappelle avoir mis ma télé, voir qu'il y avait de la neige dès le début de l'épreuve, avec des risques d'annulation, ou en tout cas d'interruption. L'organisation qui décide d'interrompre la course, des gros coureurs qui décident de mettre le clignotant. Tom Bonnen qui abandonne, qui dira plus tard c'était pas le vélo que je voulais, c'était inhumain, c'est n'importe quoi, j'ai préféré arrêter. Tom Bonnen qui vous dit ça. La course qui est interrompue, il y a un deuxième départ qui est pris, on contourne Lemani, qui est une difficulté qui était à l'époque au programme et qui était pas négligeable parce que c'était une bosse qui était très loin de l'arrivée mais qui faisait mal aux jambes des sprinteurs, des purs sprinteurs. Et donc cette fois-ci, on contourne, on prend un deuxième départ, la neige se raréfie, mais il pleut, il fait froid, les conditions restent catastrophiques. Et on a Sylvain Chavanel qui attaque dans la Cipressa, qui part avec Jan Stannard. Plus tard, qui sont rattrapés, les deux, ils sont rattrapés par Cancellara, Luca Paolini, Peter Sagan et Gerald de Ciolek. Et le groupe de 6, donc, ils sont rattrapés dans la descente du Poggio. Ces 6-là vont jusqu'à la ligne. Et au sprint, Sagan, qui à l'époque est encore jeune, on se dit il a le temps pour en gagner des Milan-San Remo, déjà prendre par surprise au sprint par un Ciolek qui est beaucoup plus frais que lui, qui n'a pas donné un coup de pédale de la journée, qui court à l'époque pour l'équipe MTN Kubeka, qui est seulement invité sur ce Milan-San Remo. Donc c'est une équipe invitée qui s'impose. Et Sagan, lui, avait eu la mauvaise idée d'être un petit peu l'ennemi de Fabian Cancellara. Cancellara courait plus ou moins contre Peter Sagan ce jour-là. Cancellara avait déjà gagné San Remo. Et Sagan a compris ce jour-là que ce n'était pas la meilleure idée du monde d'être le rival numéro 1 de Fabian Cancellara. Après l'arrivée, il lui serre la main comme pour dire bon, c'est bon, tu as couru contre moi, tu m'as vu cette fois, mais s'il te plaît, le refais pas. Ouais. Donc Cancellara ne recourra pas de cette façon-là contre Sagan, mais ça n'empêche pas que 7 ans plus tard, Sagan n'a toujours pas remporté Milan-San Remo. C'est pour ça qu'en fait, ça m'a étonné. Alors, je vais te dire pourquoi, Robin, parce que je pense que parmi tous les vainqueurs de monuments ces dernières années, euh, Gérald Ciolek n'est certainement pas le plus beau. Et dans le sens, Non. il y a des coureurs qui sont magnifiques dans leur côté loser magnifique, vainqueur magnifique. On a parlé d'Andy Schleck, de Contador, Peter Sagan a un charisme exceptionnel. Gérald Ciolek, c'est pas un nom qui claque. C'est pas un nom qui claque. Donc déjà, ça m'a étonné. Mais je trouve ça top que tu parles d'une victoire comme ça, parce que les conditions font que la victoire de Ciolek en font un champion qu'il ne faut pas mettre de côté. Quand je regardais encore une fois la série Netflix sur la Movistar, et il y a une étape qu'ils passent, les coureurs, et tu te rends compte à quel point ils ont froid après l'étape. Et Valverde, il est en train de trembler totalement, il n'en peut plus. Et je ne sais pas, et j'ai réfléchi, je ne sais pas s'il y a un sport de masse comme ça, comme peut être le cyclisme, où on peut avoir aussi froid aussi longtemps. Ouais, Bah, écoute, c'est sûr que les conditions de cette année-là, je te laisse y aller, Polo, mais les conditions de cette année-là, c'était C'est un truc de fou presque furieux, inhumain. Paul. Gagner ouais. cette édition-là fait de Ciolek un champion incroyable. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et puis ça fait penser, ça rappelle notamment aussi Liège-Bastogne-Liège 80 avec Bernard Hinault tout seul sous la neige. C'est, ça fait un peu écho à ces courses-là, mais moi je suis un peu amer sur ce Milan-San Remo parce que il y a beaucoup de choses. Déjà, tu as parlé de Tom Boonen aussi Robin. Tom Boonen, dans son interview, dit c'était plus une course cycliste, puisque même les gens qui étaient déjà lâchés avant l'interruption de course ont pu reprendre avec les meilleurs 50 km plus tard. Après, il y a aussi Sylvain Chavanel, la frustration de voir Sylvain Chavanel gagner. Quand tu le vois dans le podio avec 30 secondes d'avance avec Stannard, tu te dis que putain, ça sent bon
pour Chavanel. Et finalement, il se fait rattraper. Et tu sais qu'au sprint, il aura aucune chance, notamment face à des Cancellara ou des Sagan dans un premier temps. Et puis, dernière frustration, c'est de ne pas voir Peter Sagan gagner. Comme tu l'as dit, Robin, on se dit qu'il a encore le temps d'en gagner. Plus les années passent, plus on commence à se poser la question. Et du coup, j'aurais bien aimé voir Sagan gagner ce monument-là dans ces conditions-là. Ça aurait encore plus participé à la légende de ce coureur qui est déjà magnifique. On ne le sait pas encore en 2013. Mais voilà, c'est toutes ces petites frustrations que j'ai sur cette course, mais qui n'enlèvent rien à Gerald Ciolek et sa magnifique victoire dans des conditions ubuesques. En vérité, pour revenir une dernière fois dessus, je viens de compter à la louche, il y a, je crois, 65 abandons sur ce. Il y a même sur une ce Milan-San Remo. il y a même une interruption de course à un moment. Oui, Ouais. la course est interrompue et on reprend avec un deuxième départ alors qu'il ne reste plus que 126 km à parcourir. Donc, c'est des choses qui n'arrivent pas. Et c'est vrai que tu disais, Joseph, il y a des vainqueurs plus marquants peut-être de Milan-San Remo. On a eu des victoires françaises avec Desmar et Alaphilippe. Moi, je me rappelle aussi de Milan-San Remo 2012 avec dans le final Gerrans, Nibali et Cancellara. La victoire de Nibali aussi est superbe. Mais en fait, c'est des éditions où j'ai les souvenirs à partir du Poggio. Alors que cette édition-là, de 2013 avec Ciolek, j'ai l'impression de me rappeler de toute la journée et d'avoir vécu une journée entière complètement incroyable. Alors que d'habitude, Milan-San Remo reste un moment très particulier où tu vas passer 7 heures devant ta télé, mais tu vas te rappeler des 20 dernières minutes. Ouais. Moi, Milan-San Remo, Vas-y, Polo. Pour finir sur la boucle de Milan-San Remo, moi, je pense que mon plus gros souvenir de Milan-San Remo, c'est celui de 2000, alors que je ne confonde pas, non, 2016. Celui de 2016 où Sagan attaque comme une brute dans le Poggio, suivi par Kwiatkowski et Alaphilippe, et les trois finissent sur la ligne, dans la même roue, quoi. C'est ça qui est terrible. Quand tu regardes l'arrivée, c'est difficile de savoir qui a gagné, qui est deuxième et qui est troisième, quoi. Et encore une fois, tu te dis que Sagan va gagner, qu'il va battre Kwiatkowski au sprint et Alaphilippe, et au final, il gagne toujours pas. Et ça aussi, ça participe à l'histoire de Milan-San Remo de ces dernières années, c'est que Sagan n'y arrive pas. Et Alaphilippe aussi prend rendez-vous. Et je trouve que ce Milan-San Remo 2016 est magnifique pour toutes ces raisons-là. C'est que à eux trois, ils ont chacun une histoire avec cette course. Kwiatkowski est le vainqueur, Sagan n'a toujours pas gagné. On sent qu'Alaphilippe a pris rendez-vous pour gagner ce monument. Et c'est pour ça que j'adore aussi ce Milan-San Remo 2016. Ouais, c'est vrai qu'il y a des photos finish qui marquent et la photo finish sur le Tour de Lombardie, sur le MSR dont tu parles, Polo, elle est incroyable, hein. Elle me fait penser à la photo finish pour ceux qui se rappellent en biathlon entre Fourcade et Schems aux mondiaux. Ouais. Ça, c'est des moments incroyables. Juste pour ne pas se faire tirer sur les oreilles, je crois que c'est 2017 et pas 2016. Oui, pardon, 2017, oui, 2018, c'est Nibali. Ouais. Voilà. 2017, c'est ça. 2018, Nibali. Ouais, j'ai confondu d'une année. Je suis un peu perdu avec les histoires de confinement, etc. Désolé. Pas de problème. On va revenir au soleil désormais pour la mention de Polo et on retourne sur le Tour de France. On a parlé du Tour de France 2011 tout à l'heure avec Contador, Schleck. 2010 du coup. Et là, cette fois, on va parler du Tour de France 2011, Polo, avec notamment un petit Français qui a fait rêver la France, on va dire. Ouais, comment ne pas parler du Tour de France 2011, qui est pour moi, je pense, un événement charnière de mon amour pour le cyclisme. C'était, je ne sais même pas par où commencer. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai choisi Milan-San Remo, le Tour de Lombardie, pour changer un peu les Tours de France. Mais je pense que ce Tour 2011, pour moi, est le plus grand moment de cyclisme que j'ai vécu pour plein de raisons. Déjà, l'épopée de Thomas Voeckler. J'ai des souvenirs très précis, notamment de sa montée du plateau de Bay quand des Evans ou des Andy Schleck attaquent et qu'il arrive à les suivre comme si c'était lui le patron, comme si c'était lui le potentiel vainqueur du Tour de France 2011. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, Voeckler, il peut le gagner ce tour. Et puis après, il y a cette étape de l'Alpe d'Huez avec un Voeckler complètement à la rue en début d'étape, qui fait les mauvais choix, qui tente de suivre Contador, mauvais choix. Et puis tu te dis que finalement, s'il n'y a pas eu cette erreur-là, peut-être qu'il aurait pu faire un podium, peut-être qu'il aurait même pu faire mieux. On ne sait pas. Bon, évidemment, il y avait ces derniers contre-la-montre qui lui auraient été fatal, coquet, même s'il fait un excellent contre-la-montre. Il faut pas oublier ça non plus. Puis il y a cette
cette victoire de Pierre Roland, magnifique à l'Alpe d'Huez, quand il lâche, pareil, quand il lâche Contador et Samuel Sanchez, là aussi, ça fait partie de mes grands souvenirs de cyclisme, de fans de cyclisme. Vraiment, entre ça, entre Vauclair sur le plateau de Bec qui répond aux attaques des plus grands, et aussi comment ne pas penser comment dire, à l'échappée belle d'Andy Schleck, vers le Galibier. Il attaque à 70 km de l'arrivée. Je crois qu'il attaque, non, 60 km de l'arrivée dans l'Izoard. Après, il retrouve Maxime Montfort dans la plaine, qui l'emmène jusqu'au Galibier. Jusqu'au Galibier, il souffre un peu, mais il fait quand même un numéro. Est-ce que je sais pas, je réfléchis. Il y a Chris Froome peut-être sur le Giro 2018 à Bardonecchia qui fait un coup comme ça. Mais là, sur le Tour de France, il y a Landis aussi à Morzine Voriaz, ouais. Et en 2006. Mais je pense que ce moment-là, Andy Schleck dans le Galibier en 2011, c'est peut-être l'étape la plus légendaire de ce millénaire, de ce début de millénaire, en tout cas. J'ai envie en tout cas, elle peut. Je m'avance peut-être un peu. Non, mais elle peut rentrer dans la. Cette décennie, on va dire. En tout cas, elle peut rentrer dans un débat où la question sur ça, quelle est l'étape de légende des grands tours et notamment du Tour de France. Je pense qu'il n'y a personne qui te jettera des pierres si tu dis, voilà, la 18e étape du Tour de France 2011 est dans la légende. Quand le mec il fait Agnel, Izoard, Lotaré et qu'il gagne à la fin et qu'il met 89 coureurs hors délai. J'étais en train de regarder la 89 coureurs hors délai mis par Andy Schleck, c'est complètement monumental. Ils ont été ensuite repêchés évidemment par l'organisation du Tour. Mais c'est complètement, c'est un truc de taré, quoi. C'est ça, donc voilà, c'est vraiment ces 3 points, pour ces 3 points que j'adore ce Tour de France 2011, c'est la belle histoire de Thomas Vauclair, même sur le Galibier, quand il arrive à sauver son maillot pour quelques secondes. Ce souvenir que j'ai au plateau de Bay, il est vraiment, vraiment fort. Et puis la magnifique victoire de Pierre Roland, qui a été exceptionnelle pour Thomas Vauclair pendant tout ce Tour de France, et qui là, Vauclair lâché, Vauclair battu, qui va jouer sa carte personnelle sur les pentes de l'Alpe d'Huez et qui va gagner cette victoire. Et puis, comme je l'ai dit, cette étape du Galibier, il y a tout. Franchement, il y a tout. Sur ce Tour de France, il y a tout. On avait fait un débat, souvenez-vous, sur quel était le meilleur Tour de France à la fin du Tour 2019. Et on était quelques-uns, je ne sais plus qui, on était quelques-uns, on est 3 dans cette émission, mais l'un de nous, je pense, l'un de nous avait parlé de ce Tour de France 2011 comme une référence. Je ne sais plus qui c'était, mais franchement. Mais il y avait beaucoup de rouleurs et de personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux qui très clairement mettaient le Tour de France. C'était un souvenir exceptionnel. Bien sûr, parce que je pense que pour notre génération, c'est un tournant. Moi, je suis en tout cas un petit peu jeune pour avoir connu, par exemple, l'épopée de Thomas Vauclair en 2004. Donc, je vais beaucoup plus me rattacher à celle de 2011. Et forcément qu'après des années où les Français n'ont pas brillé, le Tour 2010, tant Joseph tout à l'heure, avec beaucoup de victoires françaises, mais surtout le Tour 2011 avec les 10 jours en jaune de Vauclair, ça fait une grosse différence. Et puis, on a aussi le maillot jaune d'Andy Schleck sur le dernier contre-la-montre, repris par Cadel Evans, qui fait un tour de France fabuleux. Mais même si on sait que ça va se passer comme ça, plus ou moins, on a le maillot jaune qui change la veille de l'arrivée. On a tellement d'histoires sur ce Tour de France que ça reste forcément un bon souvenir pour tous ceux qui l'ont vu. De toute manière, on ne va pas se mentir. Un Tour de France exceptionnel, il y a des vainqueurs d'étapes français, il y a des victoires incroyables comme celle d'Andy Schleck, mais surtout, et c'est l'élément, le facteur X, c'est un Français qui porte le maillot jaune pendant plusieurs jours. Ça a été le cas de Vauclair en 2014, Vauclair en 2011, ça a été le cas d'Alaphilippe cette saison. Et c'est ça qui fait qu'un Tour de France est exceptionnel. Mais il y a des Tours de France qui sont plus qu'exceptionnels et des Tours de France qui sont légendaires. Et ce Tour de France 2011 en fait partie. Il y a un dernier moment qu'on va évoquer ensemble. Et ça, c'est mon moment. C'est le Tour de France. Alors, c'est sur le Tour de France 2016. On reste sur le Tour de France parce que, alors voilà, je suis désolé, j'aurais bien aimé prendre une classique, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, qui aurait pu faire partie avec des événements incroyables. Mais le Tour de France, voilà, si je dois en évoquer un, je ne peux pas me mentir à moi-même, c'est le Tour de France. Et il y a un événement en particulier qui m'a marqué et qui a marqué, on dirait, une génération et dont on parlera pendant des années, c'est sur le Tour de France 2016. C'est jour de fête nationale. Donc, monde totalement dingue. On est sur la 12e étape. On est au Mont Ventoux. Donc, public qui adore le vélo, du monde partout. C'est blindé. Les coureurs ont du mal à passer. Et il y a notamment un groupe
avec Richie Porte et Christopher Froome qui a du mal à se frayer un chemin. Et il y a une voiture qui s'arrête. Et à ce moment-là, il y a qui prend la voiture? Et bien, il y a Richie Porte et Christopher Froome. Et Christopher Froome tombe et pète son vélo. Mais là, on ne sait pas encore. Mais nous, ce qu'on voit à l'écran, c'est Christopher Froome en train de courir à pied et de faire le Mont Ventoux en train de courir. Mais aujourd'hui encore, messieurs, je regarde la vidéo et je rigole. Je rigole en me disant, mais c'est incroyable. Alors, en commentaire, on a Jalabert qui dit, mais il est en train de courir, mais c'est incroyable. Et on se demande si on n'est pas en train d'halluciner, en fait. On se demande si quelqu'un nous a pas mis un truc dans notre verre ou quoi, mais c'est totalement un truc incroyable. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais moi, si je dois marquer des moments légendaires et des images légendaires du cyclisme, le maillot jaune à pied en courant sur le Mont Ventoux pendant plus de 2 minutes. Ça n'a pas duré 5 mètres, hein. Ça a duré plus de 2 minutes cette histoire. Un truc incroyable. C'est un truc de ouf. Et surtout qu'il ne court pas avec des running, hein. Il court avec les cales de vélo. Faut le vouloir. Hein. Non, mais après, en parlant des cales de vélo, après, il prend un vélo Mavic Kata. Déjà, il attend, il voit une moto Mavic qui passe, qui a que des roues. La moto, elle dit non, la voiture, elle est derrière. Après, il y a la voiture Mavic qui arrive. Il prend un vélo jaune Kata, un B-Twin. Moi, je l'appelle le B-Twin, ce vélo. Il n'arrive pas à caler ses chaussures dedans. Après, il y a sa voiture qui arrive. Il repose son vélo. Après avoir couru, il attend encore. Il perd du temps. Et tout est rocambolesque dans cette histoire. Je me souviens de la moto du live. Au moment, elle passe, je crois qu'elle était à Quintana, qui était un peu lâchée. Elle dépasse Richie Porte au milieu de la route avec une roue dans une main, le vélo dans l'autre. On ne comprend pas trop ce qui se passe. Après, je ne sais pas, je crois que ça va sur Mollema ou sur De Gendt qui avait attaqué parce que oui, Chalet-Reynard, c'est De Gendt qui gagne parce que l'étape avait été raccourcie à cause du vent et on n'est pas monté jusqu'au haut du Mont Ventoux. Et après, on revient et là, on voit Christopher Froome courir. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est incroyable. Et Thierry Adon le dit très bien. Mais où est son vélo, en fait, tout simplement? On se dit comment il a pu perdre son vélo? Enfin, qu'est-ce qu'il a foutu? On est en train de vivre des moments légendaires, quoi. Je me rappelle m'être demandé personnellement, sans comprendre au début ce qui se passe, comme tout le monde, on se dit qu'est-ce qui s'est passé. Mais je me rappelle me demander, est-ce que le Tour va se jouer là-dessus? Est-ce que le maillot jaune va changer là-dessus? Et est-ce que Chris Froome va perdre le Tour de France sur… on ne sait pas ce qui s'est passé, mais c'est forcément un truc bête, un truc dont il n'est pas responsable. Et je me rappelle m'être dit, quelqu'un lui a foncé dessus, parce que c'était à l'époque où l'équipe Sky était vraiment pas appréciée du public. Et je me suis dit, quelqu'un lui a foncé dessus, a pris son vélo, a acheté son vélo ou a cassé son vélo. Et il s'est passé quelque chose dans ce genre-là. Est-ce qu'il va perdre le Tour sur un truc comme ça? Bon, finalement, après, on comprend que c'est un accident avec la moto. Et Chris Froome sera reclassé dans le temps de Bauke Mollema, qui était finalement le 3e homme, qui était avec Richie Porte et Chris Froome au moment de la chute, mais qui, lui, ne tombe pas. Et donc, Porte et Froome sont reclassés dans le temps de Mollema, qui, sans ça, sans ce reclassement des deux autres, Mollema aurait fait un bon classement général et c'est devenu une vraie menace. Et finalement, il a fait une Mollema. Et en 3e semaine, il s'est complètement écroulé pour terminer, je crois, 6e, quelque chose comme ça. Et parce que, ouais, effectivement, comme tu en parles, il a perdu 1 minute 20 quand même dans l'histoire, Christopher Froome. Avant reclassement, il y a eu une grosse polémique autour de ça. Est-ce qu'il fallait le reclasser, pas le reclasser? Bon, voilà. Avec le recul, je pense qu'on serait assez d'accord pour dire qu'il fallait le reclasser. Ouais, mais sur le moment, avec l'antipathie qu'il y avait envers l'équipe Sky, ça a été très compliqué. Beaucoup de monde avait envie de les voir perdre. Et beaucoup de monde avait envie que Froome perde le Tour, en fait. Et je pense que c'est pour ça que certains défendaient le fait qu'il ne soit pas reclassé. Mais si on y repense aujourd'hui avec le recul, ça paraît évident pour tout le monde. L'antipathie de la Sky, aussi Romain Bardet, avec Fabio Haro notamment dans un petit groupe, qui avait aussi repris du temps dans cette histoire. Et tu allies l'antipathie de la Sky avec le côté chauvinisme, et moi je me souviens que j'avais aucune envie qu'il soit reclassé. Mais bon, bien sûr, je suis complètement d'accord avec toi pour dire qu'avec le recul, c'est évident qu'il faut qu'il soit reclassé. C'était mon moment. Alors, on en a cité 5. On ne va pas en citer en longueur d'autres. Mais est-ce que vous avez des moments que vous aimeriez évoquer en cascade comme ça? Alors moi, je me rappelle du Paris-Roubaix 2012 remporté par Tom Bonnen devant Alessandro Ballan et Pippo Pozzato, où Bonnen avait fait un printemps exceptionnel. Il avait gagné le Tour des Flandres, il avait gagné le GPE3. GP3, je ne suis pas sûr, Game, mais en tout cas, je crois qu'il gagne à peu près tout. Et donc, il termine par Paris-Roubaix, un Paris-Roubaix très ensoleillé, mais où je me rappelle m'être dit, Tom Bonnen, c'est la classe. Moi, j'en ai pas mal, donc je vais faire vite.
Moi, déjà, j'ai Contador sur le Mortirolo sur le Giro 2015, exceptionnel, où il est sur crevaison, il perd 50 secondes au pied. Tu as Landa qui bosse pour Arou pour essayer de creuser l'écart. Et au final, il revient sur tout le monde. Il dépose Arou qui n'était pas dans un bon jour. Il finit avec Landa. J'ai le souvenir de Contador qui rattrape un après chaque coureur, un par un, dans cette montée, et qui les dépose tous dans son style caractéristique en danseuse. Et j'ai ce souvenir-là gravé en moi. J'avais trouvé cette performance vraiment incroyable. Et je m'étais aussi dit une autre chose ce jour-là. Je me suis dit, Mikel Landa va gagner un grand tour très rapidement. Donc ça, voilà, suite de mauvais choix, de mauvais choix d'équipe notamment. Je pense qu'il aurait quand même pu faire mieux, mais bref, c'est un autre débat. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai Philippe Gilbert à Valkenburg en 2012, l'année après avoir fait le Grand Chelem sur les Ardennaises. Et cette victoire à Valkenburg avec Rodrigo Benkens au commentaire qui a deux doigts de chalet, même si tu n'es pas belge, tu es juste en train de kiffer. Et puis en dernier, j'ai envie de citer un truc assez marrant. C'est Christophe Moreau en 2007, l'étape de Tignes, maillot de champion de France. Il vient de gagner Paris, le Dauphiné. Il vient de remporter le championnat de France sur route. Et il arrive, Tignes, première étape de montagne de ce Tour de France, en position de leader. Il attaque, il tente, il toise un peu les autres. Tu dis, il est parti pour faire un Tour de France exceptionnel, Christophe Moreau, un peu comme il l'a fait en 2000, 7 ans plus tôt. Et en fait, pas du tout. Dès les jours d'après, il va vite se retrouver dans le groupe Eto après avoir cartonné sur cette première étape. Mais je me souviens que sur cette première étape, j'avais vraiment été fier et heureux du spectacle proposé par Christophe Moreau, qui est un coureur que j'adorais par ailleurs. Ouais. Ça en fait des beaux moments. Si je peux rajouter un dernier moment, j'ai un gros souvenir aussi de ce qui reste mon premier moment devant la télé à regarder du vélo, qui est la victoire d'Iban Mayo à l'Alpe d'Huez en 2003. J'ai été fasciné par ces maillots orange de Scalpe de Scadi et de voir Mayo comme ça, pur grimpeur, mettre un gros éclat à tout le monde, recoller au classement général. Je ne me rappelle plus exactement à quel moment dit ah mais ce maillot orange, il pourrait peut-être gagner le Tour de France. Avec mon père qui m'explique que non, Lance Armstrong est beaucoup trop fort. Et donc ça reste le premier souvenir de vélo. Effectivement, parce qu'on rappelle sur ce tour 2003 qu'il y a notamment je suis très image, moi, dans ce que je retiens en légende. Donc, il y a eu Froome à pied. Et en 2003, il y a la chute à Luzardiden d'Armstrong et Maillot ensemble. Et puis, finalement, Armstrong qui va gagner, je ne sais plus, c'était en troisième semaine. Ça, c'est complètement dingue. Et ce Tour 2003 en fait partie. Et Iban Mayo, un peu en loser magnifique. Oui. Et puis quelques jours plus tard, on a aussi la chute d'Ulrich sur le chrono, sur le dernier chrono Nantes, qui va décider du vainqueur. Et finalement, il y a beaucoup d'images qui marquent vers là. Un chrono incroyable où il flottait comme pas possible. Non, mais le Tour de France 2003, on l'a pas cité parce qu'on était tous un peu jeunes. Moi, j'avoue que j'ai aucun souvenir en live de ce tour-là. On avait 11 ans, Polo. Ouais, mais oui. Parle pour toi, Joseph. Parle pour toi. Hein. Moi, j'avoue que j'ai très peu de souvenirs, de forts souvenirs de cette époque-là. Mais voilà, sans hésiter, c'est là aussi l'un des plus grands tours de ce millénaire, enfin des années 2000. Et je ne sais pas si la chaîne Équipe a prévu de le passer. Je sais qu'il passe le Tour de France 2000 cette semaine, mais s'il passe le Tour 2003, je pense que les gens qui ne connaissent pas vont se régaler. Et dans les moments cités, parce que sur les réseaux sociaux, en temps de confinement, il y en a beaucoup qui ont regardé des événements particuliers. J'avais envie de les citer. Il y a des rouleurs qui ont parlé notamment des mondiaux 2018. L'image, oui, évidemment. Un Français, ça, c'est des images marquantes et qui rentrent dans la légende. Je pense dans 10 ans, on en parlera encore. Regarder à ce moment-là et dire, voilà, à ce moment-là, moi, j'étais comme un fou, personnellement. On s'est levé. Richard Virenque dans le Mont Ventoux en 2002, sa victoire incroyable. C'était exceptionnel. Et forcément, Julien Alaphilippe sur le contre-la-montre de Pau, sa victoire où on se dit, voilà, là, tu rentres dans une transe pas possible où petit à petit, tout au long du contre-la-montre, tu te dis, mais il va le faire. En fait, au début, tu te dis, il doit juste protéger son contre-la-montre et à la fin, il le gagne et il rentre dans une transe incroyable. Et c'est là où Julien Alaphilippe passe de l'autre côté du versant de coureur apprécié un peu plus que les autres ok, tu peux faire n'importe quoi que tu seras adoré, quoi. Et puis Julien Alaphilippe, on ne l'a pas cité du tout, mais moi j'ai ce souvenir de sa première victoire sur la Flèche Wallonne où il bat Valverde, alors que quelques années, 1 ou 2 ans plus tôt, il avait échoué juste à ça de battre Valverde pour l'un de ses premiers gros résultats. Et puis sa victoire sur Milan-San Remo, ses 2 victoires d'étape sur le Tour 2018.
il y a énormément de grands moments de cyclisme avec Alaphilippe et on en est encore qu'au début, enfin j'espère. Oui, oui, bien sûr qu'on est au début, Polo. Pour terminer, Polo Robin, je ne vous avais pas prévenu, mais je ne sais pas si vous vous y attendiez ou pas, mais on va avoir un petit quiz. Ouais, Mais très rapide, hein. toujours chaud pour les quiz. Il va être très rapide, mais quand même, histoire de J'ai l'impression toujours. j'ai l'impression qu'on a perdu Robin par contre. Alors, Je le est-ce vois qu'on a. friser sur l'écran. Ah, il a fui, Polo. Il a fui, bah oui, Je suis il a bien désolé. raison. Il a fui avant le quiz. Alors, est-ce Est-ce que que je te vous fais. m'avez retrouvé? Est-ce que vous m'avez retrouvé? Ah, Ah! on Ah, t'entend, on lentement, te voit pas. peut-être lentement, voilà, on te voit pas pour le moment. Je suis Ah. sur Ah une autre non. connexion qui est beaucoup moins stable parce que Alors, c'est un peu compliqué. Eh bien, Polo, du coup, tu vas faire. Tu vas pas te battre contre Robin, mais au moins. je crois que ma connexion 4G m'a lâché. Tu nous entends, Robin? Ah, malheureusement, c'est ce qui peut se passer. On est désolé pour ce genre de désagrément technique, mais C'est ce qui peut voilà, se passer quand on est au fin fond de l'Argentine, en plein confinement surtout. voilà, c'est ça, c'est ça. Bon, bah, Polo, du coup, ce que je te propose, c'est Ouais, il y en a, il y en a je vous trois. entends. On ne t'entend Nous, on t'entend pas. pas, nous. On t'entend pas, mon Robin. Ce que je te propose, si tu m'entends, parce que nous, on ne te voit que très brièvement et on t'entend surtout très mal, c'est que je commence le quiz et si par bonheur tu peux être là et te battre contre Polo, et ben, t'hésites pas à crier quelque chose. Si on t'entend, tant mieux. Mais je vais partager mon écran. Je vais partager mon écran, voilà, comme ça vous voyez le quiz qui est préparé. Vous voyez, il y a trois éléments. Donc Polo, du coup, je vais te tester que toi. Est-ce que tu es capable de trouver qui était maillot blanc sur ce tour-là? Could C'est you, sur could you que- put Alors que Robin essaie de communiquer avec nous, le pauvre, mais on n'entend pas. Mais sur quel tour, du coup, Joseph? On est sur le tour remporté par Bradley Wiggins. Mais moi, j'ai rien sur mon écran là. Ah, tu n'as rien sur ton écran. Bah, Alors c'est j'ai que plutôt problématique. fond roue libre, moi. D'accord. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi tu n'as qu'un fond roue libre. Ah, ça y est, je sais. Ok. I just finished J'ai that. compris. J'ai compris pourquoi. J'ai partagé le mauvais. Voilà. Le voilà. Alors, Bradley Wiggins, BMC. Ah, du coup, je te fais pas un cadeau à être tout seul. Forcément, c'est compliqué. Bah, non, si, justement, tu me fais un cadeau, mais j'avoue que. Attends, comment je peux pas l'avoir là? On a le retour écran de Robin. Peut-être, c'est ça, un compte de La Fontaine qu'on connaît bien. Il va arriver au dernier moment, il va balancer un nom. Stéphane Van Roche? Garderen, Van Ah, Garderen, Ah, ouais, Van voilà. Garderen, Van Garderen, Il a le Van point. Garderen. ouais, c'est bon, t'as On t'a entendu. entendu. On t'a entendu. Du coup, 1-0 pour Robin. On a à nouveau. Je vous lance le deuxième. Qui est cette personne? Asgreen, Kasper Asgreen. Bravo, Polo. Ah. Le voilà. Deuxième du Tour de Flandre l'année dernière. Eh, franchement, Kasper Asgreen, belles oreilles. Je ne savais pas, mais. Non, faut pas se moquer. En plus, je me moque pas. Mais... Bref, voici le dernier jeu. Alors, du coup, on a eu Julien Jordi tout à l'heure. Donc, je me suis dit, tiens, on va faire un petit jeu. Et on a commencé à en parler. Bon, bah, du coup, vous avez un peu révisé. C'est les vainqueurs, les dernières victoires d'étape d'AG2R sur Grand Tour. Alors, j'ai mis une photo de Romain. Bardet. Mais alors, attends. Alors, Comment on du joue? coup, il y a un partout. Est-ce que Robin, on a une bonne connexion avec toi? Moi, je vous entends parfaitement. Est-ce que Ouais, vous m'entendez? on t'entend bien là. Ouais, Alors, on est-ce que t'entend vous bien. voulez, Ok. est-ce qu'il y en a un de vous deux qui fait des politesses? Ça m'arrangerait, à vrai dire. Oui, vas-y. Polo, oui, Polo, vas-y, démarre, y a pas de souci. Allez, Polo, démarre. Bah, Romain Bardet à Saint-Gervais. Alors, les années, Romain Bardet à Saint-Gervais, Il faut citer le lieu. Non, pas. Si vous me dites l'année, c'est très bien. Ok. D'accord. Mais du coup, Romain Bardet, on peut le Bardet, citer plusieurs Saint-Gervais. fois.
Hein? Par exemple, il peut y avoir plusieurs victoires de Romain Bardet, oui. D'accord, ok. Alors, Bardet 2017 à Péragude. Ok. Alors, juste, Saint-Gervais, c'était 2016 ou 2015? 2016. Je crois que c'est 16. 2016, ok. À toi, Polo. Bah écoute, Christophe Riblon à l'Alpe d'Huez en 2013. Très bien, bravo. Blaise Cadry à Gérardmer en 2014. Bravo. Christophe Riblon en 2010 à Aix-Trois-Domaines. Non, regarde la date, Polo. Il est écrit depuis 2013. Ouais, depuis 2013. Ah, pardon, depuis 2013. Euh, tu- 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 Il en reste 7. Putain, 7. Sur Attends. Grand Tour, hein, pas que sur Tour de France, les gars. Ah, Nance Peters l'année dernière sur le Giro. Ah ouais, j'avais vu sur Tour de France. Elle est bonne. Pierre Latour sur la Vuelta 2016. Ouais, je dirais Bravo, 16 aussi. solide. Ouais, j'aurais dit 16 aussi. Quand il bat Ouran. Ouais. Ouais. Il en reste 5. Voilà. Là, voilà, avec la tour, là, tu m'as enlevé mes dernières. T'en as encore, toi, Robin? En fait, ouais, j'en ai une, je suis persuadé, mais je me rappelle plus où c'est. Je sais qu'elle existe, mais je me rappelle plus où. Alors, attends, Allez, après, Alexis Villarmoz à Mur de Bretagne. On a oublié aussi. Ah, bien joué. 2015. L'année 2015, ouais. 2015. Ah, Bien joué. désormais que c'est un peu compliqué, si vous me donnez un nom avec soit une année, soit un lieu, ça suffit. Mais Bardet, on gagne une 3e sur le tour, mais je ne sais pas où. Alors, où ou quand? Ah, attends. On a dit Péragude et on a dit Saint-Gervais. Bah, l'autre, c'est 2018. Non, Non, il gagne pas en 2018. Ah, c'est 2015. c'est 2015. C'est C'était 2015. ça, Oui, déjà il y a les lacets de Montverbier. En haut des lacets de Montverbier. Donc, il y a Romain Bardet en Tu 2015. l'acceptes celle-là, Joseph, non? Bah, t'as gagné là. Non, mais tu me l'as prise. Double- Tu me l'as prise. J'ai dit la moitié. Non, Bon, du coup, bah, t'as voilà. gagné, Polo. On t'entend Du coup, pas, t'as Robin, on gagné t'entend dans la pas. cité. On t'entend plus. T'as gagné, Polo, ce quiz-là. Il Oui. restait du coup effectivement Romain Bardet en 2015. Il Au lacet de restait, Montverbier. oui, Alexis Goujard sur la Vuelta en 2015. Ouais, je l'aurais jamais trouvé. Tony Galopin sur la Vuelta en 2018. Et la dernière aussi sur la Vuelta 2018, c'est Alexandre Géniez. Ouais, j'aurais eu du mal à trouver celle-là aussi. Ouais, c'était un jeu marrant. Ouais, C'était cool comme jeu. Géniez, j'avais un doute en fait s'il gagnait en étant G2R ou FDJ. Ah, malheureusement, ce doute ne t'a Pour ça J'avoue que que j'ai Géniès, j'aurais pu quand même. Bon, Bon, bah bah, du voilà, j'ai coup, gagné. on va se quitter. fatal. Tant mieux. Heureusement que la connexion de Robin est en train de Enlève perdre ton la vie. partage, Joseph. Est en train de perdre la vie. Effectivement, on enlève le partage. Voilà, d'ailleurs, Robin nous a déjà quittés. Et ben, il revient. Bon, en tout cas, les gars, on s'est régalé avec Julien Jordi et en parlant des moments préférés du cyclisme. Polo, on va essayer de se retrouver d'ici 1 ou 2 semaines quand même. Ouais, je pense d'ici 2 semaines, là, sur ce rythme, un mardi sur deux, c'est pas mal. Et je voulais vous proposer, je vous le proposerai, c'est une surprise pour nos rouleurs, mais je pense qu'on a déjà l'intitulé du débat qu'on aura pour la prochaine vidéo, les gars. Yes, on attend Tu vas ça. prévenir-nous pour. Ouais, Non, de toute façon, ok. Robin, on t'entend pas. On Laisse t'entend tomber. plus, on Envoie-nous t'entend plus. écris-nous un message. Je te c'est mute, rapide. tu embêtes tout le monde là avec ta voix robotique. Allez, ciao Robin, on va quand même prendre des nouvelles. On va quand même prendre des nouvelles de lui. On le rappelle qu'il est en Argentine et c'est toujours très cool de l'avoir et d'avoir des nouvelles. Allez. Très cher Robin. Ciao mon Polo, ciao Robin, gros bisous aux rouleurs et à très vite. Ciao, ciao. Salut les gars.